Merci de nous regarder à travers le monde. Nous sommes LifeUp Télévision. Dans cette émission que vous chérissez bien, cette émission que vous aimez très bien, l'émission s'appelle Inspire-moi, une production de la LifeUp Télévision, un partenariat de Creda de l'ILPGL avec la LifeUp Télévision. Pour aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir une très grande personnalité, je vais dire, une grande personnalité sur les plans sécuritaires dans la province du Nord Kivu et partout en République démocratique du Congo. Lui, c'est un policier écrivain. Il a produit un livre qui parle du triangle, théorie du triangle sécuritaire. C'est l'intitulé du livre. Je m'en vais lui dire bonjour et bonne arrivée, mon colonel Mouakonkwa. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs. On aimerait savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous avez préparé. Avant cela, dites-nous qui est le colonel Mouakonkwa. C'est pas ce nom, bien évidemment. Très bien, merci beaucoup parce que nous sommes en direct en Afrique et à travers le monde. Nous sommes le commissaire supérieur Mokili Mouakonkwa Matabishi. Vous avez voulu savoir ce que signifie Mouakonkwa. C'est un nom tiré du patrimoine congolais. Qu'on peut appeler en français Dieu gracias, ou bien Dieu merci, si vous en voulez. Si vous m'appelez Dieu merci, vous m'appelez Dieu gracias, vous n'avez pas tort, c'est le même nom. Et donc pour les amis, les Européens, ils sont très bien servis là-bas. Et Mokili? Mokili signifie le monde. Signifie le monde, Matabi signifie cadeau. Cadeau. Gift. Le monde, Dunia. Ouais, Dunia. Et donc vous êtes mon homonyme, bien évidemment. Oui, effectivement, je suis effectivement vous êtes mon homonyme. Ça, c'est vrai. Bienvenue à l'école des valeurs républicaines, mon colonel. Merci beaucoup, mon homonyme. Vous avez vraiment écrit et publié un livre qui a été verni incessamment ici à Goma, le livre sur la théorie du triangle sécuritaire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces livres? Si vous pouvez toutefois nous expliquer, parce que cette émission a un caractère pédagogique, on peut toutefois se lever et puis vous allez nous dire c'est quoi ce livre. Mais avant cela, je vais toutefois présenter les résumés de ces livres que je possède dans mes mains, que le colonel Mokili Mouakonkwa a écrit et a publié. Il a écrit dans les résumés de ces livres: l'établissement, le respect et la pérennisation de l'ordre interne d'un pays est une conscientisation patriotique du peuple et un défi contre les interférences internes. S'engager garantit la citoyenneté, la paix trahit la nation, l'amour crée la patrie, la solidarité garantit la souveraineté et l'unité fait l'identité collective. Les services de sécurité ne peuvent jamais se considérer d'être devant un mauvais peuple, mais parmi les peuples, il y a de mauvais citoyens à nettoyer par la sécurité communautaire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le colonel Mokili Mouakonkwa, qui est donc notre invité de cet après-midi dans Inspire-moi à l'école des valeurs républicaines. Merci à vous tous et vous toutes qui êtes en train de nous regarder. Merci à la préparation pédagogique du professeur Dr Kennedy Kerangi Bindou de cette émission. Mon colonel, on peut toutefois se lever ensemble. Oui, sans problème, on va à la projection. On est vraiment libre, comme des beaux enseignants. Théorie du triangle sécuritaire. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, ici à Goma. Le colonel Mokili va devoir nous présenter ses livres, qu'est-ce qu'il a écrit dedans, et ensemble avec vous, nous allons comprendre qu'est-ce qui est dedans. Madame, Messieurs, restez connectés. Mon colonel, les microphones, je vais les mettre de l'autre côté et nous allons vous prendre très facilement. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Dounia. Je crois que nous devons exprimer d'abord notre gratitude à l'égard du Centre de recherche sur la démocratie et le développement en Afrique, de l'Université libre du pays des Grands Lacs, ILPG, de Goma. Nous sommes tellement reconnaissants et même honorés par cette grande institution universitaire qui a accepté que nous puissions partager avec
avec le téléspectateur que vous êtes sur le contenu de notre ouvrage intitulé « La théorie du triangle sécuritaire ». Très chers téléspectateurs, je sais que vous êtes nombreux, vous voulez comprendre ce que cacherait ce titre aussi important et aussi attrayant. Derrière ce titre ici, il y a lieu de retenir les deux éléments dont les manuels du civisme sécuritaire et de la sécurité communautaire. Quand nous parlons de la théorie du triangle sécuritaire, ce sont juste des jalons que nous sommes en train d'implanter. C'est une recherche qui nous a guidés dans le cadre de la promotion de la gouvernance sécuritaire. Nous nous sommes mis dans l'installation des jalons pour la gouvernance sécuritaire et c'est pourquoi notre ouvrage parle de la théorie, parce que son aspect pratique va intervenir au niveau opérationnel de la trilogie que nous allons découvrir à l'intérieur de ce manuel. L'objectif de ce livre ici veut d'abord réunir le partenaire de la sécurité. Non seulement les réunir, mais éveiller la conscience, responsabiliser tout le monde à comprendre à quel niveau la communauté est impliquée dans la sécurité. C'est-à-dire nous sommes en train de quitter la considération anachronique de la prise de sécurité comme une chasse gardée au service mandaté pour ces faits. Mais aujourd'hui, à travers ces livres, nous voulons faire comprendre au monde, et plus particulièrement aux pays post-conflit, parce que ça, il faut que les téléspectateurs, vous devez déjà noter, que les livres se situent dans les contextes post-conflit où l'État paraît défaillant. La gouvernance ou bien l'autorité de l'État paraît démissionnaire. Et en ce moment-là, dans ce genre de contexte, vous sentez qu'il y a une très forte recrudescence de la criminalité. La population n'arrive plus à savoir sur quel sens se vouer parce que l'État paraît démissionnaire, la population abandonnée, et là, c'est la criminalité qui gère en maîtresse absolue du terrain. Et donc, situez-vous déjà que le contexte de notre travail, c'est c'est dans les pays post-conflit. Et parmi les pays post-conflit figure la RDC qui a constitué notre cas principal de notre étude. Nous parlons ici du civisme sécuritaire. Le civisme sécuritaire ici, nous connaissons en Afrique comme en RDC, il y a beaucoup de notions d'éducation liées à l'éducation civique. Depuis l'école secondaire, l'école élémentaire, on enseigne nos enfants africains, sur le civisme. Même jusqu'au niveau très élevé de l'éducation nationale, on parle de l'éducation à la citoyenneté. Mais un défi majeur que nous avons constaté dans cet enseignement-là, c'est qu'on enseigne les gens, les nouvelles élites, sur le civisme, sans parler du civique lié à la sécurité. Et dans ce livre, nous sommes en train de développer ce que nous appelons l'éducation civique basée à la sécurité. Ce qui n'est pas totalement différent de l'éducation civique dans le cadre général, mais c'est une thématique spécifique. C'est ce qui manque, c'est parmi les éléments qui manquent pour la restauration de la paix dans les pays post-conflit et en Afrique, mais aussi dans une particularité de la RDC. Nous parlons également de la sécurité communautaire. La sécurité communautaire, c'est juste un appel qui est lancé à toute la communauté pour s'approprier la sécurité. Et lorsque on est formé, on est informé et on doit être transformé en civisme sécuritaire, automatiquement, on doit subir une transformation qui va faire de vous un acteur de la sécurité communautaire. C'est-à-dire, à partir du civisme sécuritaire, nous vous informons, nous vous formons,
et nous vous transformons. Lorsque vous êtes transformé, vous devenez automatiquement un agent de la sécurité communautaire. Vous ne parlerez plus jamais de la sécurité comme apanage propre de la police, comme apanage propre de l'armée, mais vous comprendrez désormais, à l'issue de la lecture de ce manuel que vous voyez, vous comprendrez que la sécurité, c'est une obligation de tout citoyen, mais aussi un devoir. Au même moment que vous avez le droit d'être sécurisé, vous devez désormais connaître que vous avez aussi l'obligation de sécurité. Cette sécurité, elle a une dimension personnelle et une dimension collective. Lorsque nous parlons de la sécurité personnelle, là c'est par rapport à soi-même. Mais lorsque nous exploitons la sécurité à partir de son aspect collectif, nous voyons la sécurité de l'État, le patriotisme. Un citoyen digne ne doit pas se considérer en tant que tel tant qu'il ne fournit pas des contributions efficaces pour la sécurité de son territoire. Voilà un peu par là où je voulais commencer à ce qui concerne l'explication des titres. Je sais que ce sont des questions que le professeur voulait poser, mais comme nous y sommes déjà arrivés, je crois que ça va. Qu'est-ce qui nous a motivés à élaborer ce manuel ou à nous plonger dans cette recherche? Je vais d'abord préciser aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre qu'ils doivent considérer ce travail comme une restitution de la mission que j'ai déjà effectuée pendant plus de 15 ans en tant que commandant de grandes unités chargé de la gestion de l'ordre public. Le manuel ici révèle les défis que j'ai rencontrés, mais aussi nous avons dégagé des solutions qui pourront faciliter la restauration de l'État dans un contexte où l'État paraît démissionnaire, où il est défaillant. Et donc, parmi les motivations que nous avons constatées, nous avons trouvé qu'après la guerre, dans tout le pays post-conflit, le premier problème qui s'observe, il y a une crise de collaboration entre les services. Pourquoi on l'observe? Parce que les différents services proviennent de différentes belligérances. Et toutes ces belligérances-là, personne n'est sûr de l'autre parce qu'il se dit, est-ce qu'il est déjà détaché de son ancienne appartenance? C'est le premier fait que nous devons observer. En RDC, je crois qu'il sera témoin vraiment très efficace à la matière. À l'époque de la réunification 1 plus 4, nous avons 4 présidents au sommet de la République, mais il n'y a aucun président qui pouvait avoir confiance à l'autre. Donc il y a une crise de collaboration entre les services de sécurité d'une part, mais aussi il y a une crise de collaboration entre le service de sécurité et la population de l'autre part. Non seulement que la situation de la criminalité sur le terrain peut être à la base de cette crise de confiance, mais aussi l'appartenance de différentes populations aux différents belligérants crée que chaque peuple soit attaché à une partie politique qu'il avait gérée pendant la période de crise. Et donc c'est un problème majeur qui permet la recrudescence de l'insécurité. Il y a le problème de la persistance de conflits internes. Il y a des agressions étrangères, il y a des crimes, il y a l'insécurité, il y a l'acte de justice populaire et actes terroristes. Je vais vous dire ceci, chers téléspectateurs qui sont en train de suivre l'IFAP, retenez que même si la guerre prend fin, la guerre où on parle de conflit armé ou un conflit politique,
À cette occasion, il y a d'autres antivaleurs qui se développent. Ces antivaleurs qui se développent, les unes sont faites sciemment par les anciens belligérants, et les autres, les criminels internes, en profitent pour s'enrichir. C'est pourquoi, après la crise, vous sentez qu'il y a des conflits internes qui persistent. Les cas de la République démocratique du Congo, il y a les manipulations tribales, les manipulations communautaires. Les politiciens se cachent derrière des conflits communautaires pour se rechercher, n'est-ce pas, des positionnements. Ce n'est pas seulement en RDC, mais dans tout le pays, post-conflit. Au Centrafrique, si chez nous c'était les communautés, mais au Centrafrique c'était les églises. Les gens devaient se cacher derrière les églises. Je suis musulman, je suis chrétien, pour voir comment il va se retrouver. Pour marchander, n'est-ce pas, ses ambitions. Et donc, c'est à partir de ça, si vous lisez les livres, vous allez comprendre comment les agressions peuvent même intervenir à l'issue de ces genres de ce résidu après les conflits armés. Nous avons constaté aussi que dans le pays post-conflit, il y a la création de groupes armés. Parce que tout le monde s'est dit, même si nous avons négocié, même si nous avons accepté de mettre fin à la guerre, il y a lieu qu'on puisse me rouler des mains. Dans ce cas-là, je me réserve une force qui soit capable de défendre mes intérêts. Sous Autriche, ça s'est fait. En RDC aussi, il y en a plus d'une centaine de groupes armés. Mais lorsque vous les approchez, vous comprendrez que certains groupes armés étaient nés par les communautés, pour sauvegarder les intérêts communautaires, et d'autres étaient façonnés par des politiciens pour une considération dans les enjeux politiques de l'État. Voilà un peu les quelques éléments qui avaient motivé notre travail, notre recherche. Mais à cela, vous allez comprendre que la conséquence logique, il y a la faiblesse des services de sécurité. Lorsque tout le monde est capable de constituer sa force personnelle, donc au niveau des services de sécurité, il y a une faiblesse avérée. Nous aurons une mauvaise qualité des agents de la sécurité, parce que là, c'est le clientélisme, c'est le colonisme qui domine. Nous aurons même, j'ai parlé de l'implication des communautés dans la commission des crimes, lorsqu'il faut qu'ils créent des groupes armés et tout ça. À travers cette recherche, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons fédérer les forces. Le partenaire de la sécurité, pour que nous puissions faire de la sécurité un marché commun. Dans un marché commun, il n'y a ni gagnant, ni perdant, les intérêts sont équilibrés. C'est pourquoi nous parlons de la sécurité comme un droit. C'est pourquoi nous parlons de la sécurité comme une obligation, comme un devoir. C'est comme ça, c'est ça le nouveau citoyen que les pays post-conflit doivent façonner. C'est ça le nouveau citoyen que la RDC a besoin aujourd'hui. C'est lui qui considère la sécurité comme une responsabilité liée à son existence. Comme vous pouvez prendre soin de vous-même, vous en devez également pour la sécurité de votre État. Voilà le nouveau citoyen dont on a besoin. On n'a plus besoin de ce citoyen-là qui croit que la sécurité, c'est une affaire des uns et pas une affaire des autres. Nous voulons rendre public un outil d'éducation civique basé sur la sécurité. La communauté doit comprendre quelles sont ses responsabilités face à la sécurité de son territoire. Et ces manuels, nous voulons en faire
est un outil d'enseignement et d'initiation de la lutte pour la sécurité participative et de la bonne gestion de la chose publique. Si vous exploitez très bien les manuels ici, là-dedans vous allez comprendre que nous avons parlé des écoles citoyennes. Dans les écoles citoyennes, ce que nous visons, c'est ceci. Les écoles citoyennes, dans ces manuels, auront pour besoin de promouvoir un enseignement des langues nationales, pour que je remonte un peu, pour que vous puissiez comprendre. Nous voulons faire du civisme sécuritaire et de la gouvernance sécuritaire du sujet d'éducation à travers une école citoyenne, afin de relever le niveau de nationalisme. Lorsque nous enseignons notre population, si le civisme sécuritaire, l'objectif c'est celui-ci. Relever le niveau du nationalisme. Et nous allons les amener à une prestation au service républicain. Et à cela, nous arriverons à un enseignement à travers les écoles que nous avons appelées les écoles citoyennes. Le cas de la RDC, en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a beaucoup plus évolué en cette matière-là, à travers le ministre de l'enseignement universitaire, le monsieur Zangui. Nous avons suivi comment il a amené certains étudiants pour les initier, n'est-ce pas, à participer dans la formation des forces publiques. C'est une des stratégies ou bien une des charges que nous avons par rapport à ceci. Voilà, nous ne savons pas tout expliquer, mais tous ces détails ici, il y a la possibilité de les trouver dans l'ouvrage. Je vous fais grâce de la méthode que nous avons utilisée, mais ce que vous devez retenir est que la méthode principale que nous avons utilisée pour l'établissement de cet ouvrage, c'est une méthode participative. Nous avons vraiment créé des initiatives communautaires qui nous ont facilité à réaliser cet ouvrage. Le livre est constitué de 11 chapitres que nous avons répartis en 6 parties. Le premier parti ici, c'est une partie qui est réservée, une partie panoramique des guerres de la RDC. En fait, ce que nous devons retenir à travers ce chapitre, c'est que chaque fois qu'il y a eu des crises politiques en RDC, elles étaient toujours précédées par la recrudescence de la criminalité. Donc la criminalité, ce sont des faits précurseurs d'une crise politique. Si vous lisez ce panorama, vous allez le comprendre. Et nous avons exploité à partir de l'AFDL jusqu'au niveau du M23 qui trouve la quiétude congolaise jusqu'aujourd'hui. Le deuxième chapitre nous donne des notions sur les crimes et la sécurité. Je vous fais grâce, si vous lisez, vous allez comprendre. Mais parlons quand même du quatrième chapitre. Le quatrième chapitre qui est le chapitre de la gouvernance et sécurité communautaire. Ici, je m'en vais immédiatement sur le triangle. Je vais vous présenter la présentation schématique de la théorie du triangle sécuritaire. Le schéma ici du triangle sécuritaire est un guide qui permet la bonne vulgarisation du décret portant organisation des comités locaux de sécurité. Il faut retenir que même ce décret ici a eu lieu grâce aux recherches participatives de cet ouvrage. Notre triangle commence par la partie réservée au diagnostic sécuritaire. Il n'est pas seulement réservé au diagnostic sécuritaire, mais aussi il facilite l'éveil de la conscience, d'où nous parlons
de la connaissance et de la connaissance de soi. C'est-à-dire quoi? À travers ce triangle ici, qui représente un État. Les triangles ici représentent un État, ça peut être une avenue, un quartier, une commune, une ville ou une province. Dans cet État regorge ses occupants qui sont répartis en 3 groupes. Le premier groupe, nous avons le pouvoir. Le deuxième groupe, nous avons les forces vives. Nous parlons ici des forces vives et non de la société civile. Parce que les forces vives sont plus inclusives que la société civile. Et ici, nous avons les mandataires de la sécurité et de la justice. Voilà les constituants de cette entité. À l'intérieur de cette entité, nous avons la population et les biens. Les dommages ici, il y en a que les 3 partenaires de cette entité ne sont pas en collaboration. Ils ne collaborent pas. C'est pourquoi vous voyez ce que nous vous présentons ici comme des murs de séparation. Chaque partenaire évolue en vase clos. Et dans sa case ici du pouvoir, il commet des habits liés à ses responsabilités. Le pouvoir ici, ça peut être le maire de la ville, ça peut être le bourgmestre, ça peut être le chef de quartier, et pourquoi pas le premier ministre ou le président de la République. Il a de son pouvoir, il commet des habits, et ces habits ne restent pas sans répercussion au niveau de la communauté. Au niveau de la communauté également, des forces vives, ils commettent des habits que vous voyez qui entrent dans l'entité sous forme de flèches, mais qui concourent à une situation malveillante sur le plan interne. Les mandataires de la justice et de la sécurité, la même chose. Ils commettent des habits qui cadrent avec leur parcelle de pouvoir et qui entrent à l'intérieur de l'entité. Et lorsque tous ces habits se rencontrent au niveau de l'entité, ils créent ces 4 situations que vous voyez. Et la première, c'est la sécurité. La deuxième, c'est la criminalité. Le troisième, c'est le terrorisme. Le quatrième, c'est la justice populaire. Vous voulez comprendre pourquoi il y a des terroristes? Retenez, quand on est autorité, il faut s'examiner et se poser la question si vous n'en êtes pas auteur, si vous n'avez pas créé un terroriste, c'est votre façon de travailler. Vous voulez comprendre pourquoi il y a la recrudescence de l'insécurité dans l'entité que vous administrez? Vous êtes procureur, vous êtes juge, examinez vos jugements. Examinez vos verdicts pour voir si vous n'êtes pas responsable de cette situation à l'intérieur. C'est pourquoi cette étape de la trilogie nous permet non seulement de comprendre ce qui se trouve dans l'entité, mais ça nous permet aussi d'établir nos responsabilités personnelles vis-à-vis à la situation qui prévaut dans l'entité. Le deuxième triangle nous permet de prévenir, d'anticiper, de dissuader et d'intervenir sur des situations. Ça s'appelle le mécanisme de rapprochement. Pour qu'on y arrive, nous devons d'abord éliminer les murs de séparation qui ne permettaient pas la collaboration entre les différents services. Et lorsqu'on élimine ces murs de séparation, les différents partenaires de la sécurité établissent les mécanismes de collaboration en mode opérationnel. Ici, nous ne sommes plus sur la partie théorique. Ici, c'est en mode opérationnel. Tout le monde définit. Nous connaissons déjà les problèmes. Nous établissons déjà nos responsabilités. Nous nous disons, chacun doit accomplir cette mission, cette tâche, pour qu'on arrive à juguler les situations de terrorisme, d'insécurité, de la criminalité qui prévalent dans notre entité. Voilà, les tâches sont là, présentées de manière réciproque. Les flèches allées qui accompagnées par les flèches retour, ce qui exprime les responsabilités des uns envers les autres. Et le troisième triangle nous permet de comprendre la raison, la pertinence
de ce rapprochement-là, lorsque nous aurions éliminé le mur de séparation, nous avions pris conscience de nos responsabilités sur la détérioration du climat sécuritaire, il y a des effets que ça produit. Ces effets-là, il y a le rapprochement parfait qui est déjà établi, il y a la sécurité communautaire qui est déjà en marche. Parce que le mécanisme là établi crée directement ce que nous appelons la sécurité communautaire, là où tout le monde joue son rôle. Et ça facilite à la protection de la population. Voilà. Lorsque le premier chapitre le premier triangle a été intériorisé, et le deuxième, en voici les conséquences. Au niveau du pouvoir, nous aurions cultivé la démocratie et la bonne gouvernance. Au niveau des mandataires de la justice et de la sécurité, nous aurions cultivé une sécurité de proximité, nous aurions cultivé une sécurité équitable, nous aurions cultivé le professionnalisme, là on ne va plus recruter n'importe qui, les gens non formés, et nous aurions instauré une bonne gestion. Mais au niveau de la population, parce que c'est un manuel du civisme sécuritaire, nous aurions développé le nationalisme dans les chefs de la communauté, et lorsque on se sent déjà nationaliste, sur le plan opérationnel, on participe dans le développement intégral de l'entité. Et lorsque ceci est fait, voilà les effets, nous avons la paix, ce n'est plus à aller chercher, ça vient automatiquement, nous avons la sécurité, ça s'installe automatiquement, et nous avons la stabilité. Voilà un peu les avantages que nous avons lorsque, nous éduquons nos citoyens sur le civisme basé à la sécurité, qui a comme conséquence la sécurité, la gestion de la sécurité communautaire. C'est-à-dire nous construisons ce que nous appelons la gouvernance sécuritaire avec l'approche participative. Cette approche que vous voyez ici, elle est favorable non seulement pour produire la paix et la sécurité, mais elle peut aussi mettre fin aux différents problèmes de la communauté qui sont durables, qu'on n'arrive plus à contenir depuis plusieurs années. Prenons le cas de la RDC. Toutes les élections que nous avons connues, ce sont des élections où nous avons enregistré beaucoup de morts, et on peut dire que nous n'avons jamais connu des élections apaisées. Mais à travers ces livres, nous avons développé un outil que nous appelons cartographie à risque sécuritaire électoral. C'est juste un outil qui vous permet d'évaluer et de faciliter les élections apaisées dans un pays à démocratie naissante, existant de groupes armés. La RDC a déjà connu plusieurs programmes de démobilisation. Tous ont échoué. Mais grâce à la sécurité communautaire, nous partons avec l'approche du parallélisme des formes, et vous verrez que ça permet de mettre fin à l'existence de groupes armés. Il n'y a pas seulement ça, mais vous allez comprendre qu'à travers ces ouvrages, nous avons considéré la gestion de l'information comme un élément capital et très pertinent pour qu'on arrive à instaurer une gouvernance sécuritaire décente. Voilà un peu en bref. Seulement, vous devez retenir qu'il y a certaines recommandations que le livre a adressées au gouvernement post-conflit. Nous avons pensé que pour que le gouvernement post-conflit arrive à avoir ou à ériger une sécurité communautaire, ils doivent d'abord travailler sur les instruments juridiques. Les instruments juridiques qui réglementent, qui institutionnalisent la sécurité communautaire dans leurs États. 2. Le pays, comme la RDC, devait avoir une institution ou bien un fonds loué pour la gouvernance sécuritaire, spécifiquement pour la gouvernance
sécuritaire. Et enfin, il faut une institution technique chargée seulement de la gouvernance sécuritaire. Cette institution qui doit jouir de certaines immunités comme la CENI. Parce que lorsque la CENI vous parle des montants qu'elle doit utiliser pour la tenue des élections, il n'y a pas de débat, on donne. Lorsque la CENI vous dit qu'il y a ceci, qu'il y a cela, on donne. Et pour la sécurité, voilà l'institution dont le pays post-conflit ont besoin pour se rassurer de la gouvernance sécuritaire en Afrique et en RDC en particulier. Voilà, téléspectateurs, mes frères qui sont avec nous dans la salle, c'est que le livre nous réserve. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, vous avez suivi cette brève présentation du colonel Mokili. Vous avez suivi qu'est-ce qu'il a écrit dans ce livre et comment ce livre est très important pour toute l'Afrique, pas seulement pour la République démocratique du Congo. Il en a dit ici à l'école des valeurs républicaines. Monsieur le colonel Mokili, bienvenue. Vous êtes de retour sur ces plateaux. Nous vous disons encore une fois bienvenue. Avant de donner la parole pour des questions publiques, parce qu'ici c'est un débat avec le public, nous sommes à l'école des valeurs républicaines, c'est une école, c'est pourquoi vous voyez cette émission a un caractère pédagogique. J'ai des petites questions avant de donner la parole au public. La première, vous allez me dire, quel est le problème que vous avez cherché à résoudre en constituant ces livres? Ça c'est la première. La deuxième, vous nous avez parlé du triangle sécuritaire, de la théorie du triangle sécuritaire. Vous expliquez ce triangle sécuritaire. Alors dites-moi, c'est lorsque moi j'ai compris, vous avez dit dans ce triangle, où est-ce qu'on peut localiser la République démocratique du Congo dans ce triangle? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous voulez, l'auditoire, vous voulez comprendre le problème que le livre vient résoudre. Le plus grand problème que le livre veut résoudre, c'est d'avoir une facilité ou influencer une politique de la gouvernance sécuritaire au travers des États post-conflit. Vous en avez l'expérience. C'est tout le monde qui a les ambitions politiques qui pense qu'il devient automatiquement un connaisseur en matière de la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle la sécurité de l'Afrique est fragile. La sécurité, c'est un domaine de professionnels. C'est un domaine participatif. C'est un domaine qui nécessite une attention particulière et qui ne doit pas être géré dans la rue. Et donc, nous voulons que les États post-conflit, la République démocratique du Congo, puissent asseoir une politique de la gouvernance sécuritaire. Et cette gouvernance sécuritaire, pour qu'elle soit efficace, elle doit commencer par l'installation des institutions qu'il en faut, la sensibilisation et l'éducation de la population sur le civisme basé sur la sécurité, ce qui pourra déboucher à la sécurité communautaire, et cette complémentarité fera la force de cette institution et de l'État congolais dans l'ensemble. Voilà un peu l'objet primordial de ce travail. La République démocratique du Congo se retrouve aujourd'hui sous menace du mouvement rebelle M23. Et Alliance Fleuve Congo. Et Alliance Fleuve Congo est-elle toujours ou sera-t-elle considérée comme un pays post-conflit? Surtout que le manuel a été élaboré par un technicien congolais en RDC, encore à Goma, au nord Kivu, la province convoitée par cette rébellion. Je vous informe ici que ma recherche a commencé en 2007. De 2007 jusqu'à ce jour,
nous avons réalisé 17 ans, 16 ans, jour pour jour, depuis que nous travaillons sur ce manuel. Depuis 2007. Depuis 2007. Donc ce manuel, notre recherche s'étend depuis 2007 jusqu'au 18 janvier 2024, le jour de son vernissage. 16 ans, jour pour jour, nous travaillons sur cette recherche. À cette période, la République, il y avait nécessité de classer la RDC parmi les pays post-conflit, parce que nous vivions dans les conciliabules politiques. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un état qu'on peut qualifier, d'ailleurs, c'est un état d'urgence, un état de guerre. Et donc, on peut dire qu'actuellement, les mesures doivent être beaucoup plus améliorées que ce qui est prévu au niveau du triangle. Parce que le triangle prévoit des mécanismes préventifs. Des mécanismes préventifs, mais actuellement, comme la guerre est en RDC, ce sont des mécanismes opérationnels qui doivent être mis en jeu. Mais retenez que la guerre dure toujours est de courte durée par rapport à la période de la paix. Donc après la guerre ici, ce sera la période post-conflit. Mais je vais vous dire également que si la théorie du triangle de sécurité, les approches proposées par ces livres sont mises en œuvre déjà pendant la période de paix, et on peut très bien contenir la période de la guerre. Parce qu'on aura déjà facilité la bonne collaboration entre les services de sécurité et la population. Il y aura déjà de bons mécanismes de collaboration entre les services de sécurité, entre eux-mêmes. L'État ou l'autorité saura déjà les responsabilités ou les obligations qu'il a pour l'efficacité de la sécurité de son entité. Et je vais vous dire que si la théorie du triangle de sécurité est bien exploitée par l'autorité, on ne peut même pas rêver d'être victime d'une agression un jour, de la guerre un jour, parce que tout est préventif. Tout est préventif. Voilà. Voilà, très bien. Et merci d'avoir explicité ces deux questions que vous répondez avec plus d'intelligence. Je vais directement accorder la parole au public pour simplement des questions, parce que le temps nous file au dos. Merci beaucoup, cher Faustin. Merci également au colonel Mungwakonkwa. J'ai suivi avec attention votre présentation qui m'a vraiment édifié. Et là, je m'en vais directement peut-être poser juste une question. Il y a un endroit où vous avez dit qu'il y a des travaux qui ont été faits. Et là, qu'on venait encore de les dire dans votre réponse à la première question, que c'est depuis 2007 que vous avez commencé jusqu'à 2024 à la publication de l'ouvrage. Et là, vous avez dit que ce travail a conduit à la vulgarisation du décret numéro 22/44 d'ici décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des CPS et CLS. J'aimerais savoir quels sont les travaux qui ont été faits préalablement pour conduire à cette vulgarisation de ces décrets ici. Merci. Merci pour la parole accordée. Je suis Jado Baouma, chercheur au CREDA, ILPGL. J'ai bien suivi avec attention l'exposé de notre colonel. Je voulais juste savoir, dans votre exposé, vous étiez attelé surtout au contexte post-conflit. Mon colonel, avec tout ce que nous sommes en train de vivre ou bien de voir dans notre contrée, surtout dans la ville de Goma, avec toutes ces bombes qui sont en train de tomber, je tiens à vous signaler aussi que ce matin, il y a encore une bombe qui est tombée au niveau de Mugunga. Alors, j'aimerais savoir, pendant que toutes ces bombes sont en train de tomber, vous allez nous dire que nous sommes encore dans un contexte post-conflit ou bien nous sommes en conflit pendant que l'ennemi est ici à la porte de la ville de Goma. Voilà, merci beaucoup pour vos questions également intelligentes. Mon colonel, on vient de vous bombarder avec des questions. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup avec ces deux bombardiers. Je m'imagine que ce ne sont pas des bombardiers de Roule Folero. Sinon, nous sommes très contents. Ça prouve à suffisance que l'auditoire
a très bien suivi notre exposé. C'est ça notre fierté. En fait, c'est ça notre objectif. Nous voulons que le monde puisse nous écouter. Nous voulons que les étudiants puissent développer, puissent être incités à améliorer leur façon de prester vis-à-vis de leurs États, vis-à-vis de leurs États. Surtout que nous voulons, n'est-ce pas, façonner une nouvelle élite capable d'aimer son pays, de se battre pour son pays, mais aussi de le sauver. La première question. Qu'est-ce que nous avions fait pour que le décret numéro 22/44 portant organisation des CLS puisse avoir lieu? Dans nos méthodes que nous avons utilisées, il y avait une méthode d'action participative. À travers cette méthode, si vous arrivez au site Kivu, à Bukavu, grâce à cette recherche, nous avions mis en place une structure qu'on appelle Force Vive. C'était une structure communautaire qui devait collaborer avec les services de sécurité pour mettre fin à la criminalité dans la ville de Bukavu. Cette structure a facilité beaucoup l'État au site Kivu et a produit des effets vraiment escomptés. À Goma, ici, au Nord Kivu, nous avons croisé une ONG, un consortium des organisations qu'on appelle, qui exécute un projet ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo, Espérance Cycle, qui est piloté par le Cordate avec VNG International. Cette organisation-là approche le service pour acheter les performances en matière sécuritaire. Ils ont une approche basée sur la performance. Ils approchent un commandant de la police, un directeur de l'ANR, un administrateur, un bourgmestre, il dit, bon, par rapport à vos prérogatives, nous allons vous évaluer durant 1 mois. Si vous arrivez à réaliser les max de vos responsabilités, nous vous payons l'argent. Cette organisation a suscité une émulation au sein des services de sécurité et les résultats obtenus par ces différents services partenaires dans ce projet étaient des résultats satisfaisants. Je dis bien que nous avons participé dans l'élaboration, dans l'influence, dans le plaidoyer d'élaboration de cet décret, non seulement parce que nous étions responsables de la mise en place des forces vives, mais aussi nous faisions partie des bénéficiaires du programme ESPER. Même à Goma ici, nous avions mis un groupe de jeunes que nous avons appelé mouvement d'éducation civique. Si vous arrivez au marché à la Nine ici, il y a des jeunes déjà qui portaient les gilets où ils écrivent comme ça. Juste pour influencer la communauté à contribuer dans la sécurité et dans la salubrité même du marché à la Nine là-bas. Et donc, sur ce plan-là, je vous montre la manière dont nous avons participé, nous avons influencé. Et quand nous avons trouvé qu'on avait un vide juridique dans l'organisation des comités locaux de sécurité, il y a le partenaire maintenant, le VNG, qui avait pris toutes nos préoccupations et mené à Kinshasa. Et Kinshasa nous avait compris jusqu'à produire ces décrets par le Premier ministre. J'espère que là, vous m'avez compris. La deuxième question qui me paraît très pertinente, mais qui a son pesant d'or. Depuis le matin, ça bombarde dans la ville de Goma. Est-ce que la théorie du triangle sécuritaire peut-elle être efficace dans ce contexte? J'espère que c'est ça votre question. J'ai comme impression que nombreux ont compris.
J'ai vu sur les réseaux sociaux ce matin, c'est la population qui devait orienter les FARDC sur le différent positionnement de l'ennemi. J'ai vu l'artillerie de l'ennemi est exposée sur les réseaux sociaux grâce à la population qui était vigilante et qui a déjà développé cette collaboration avec les services de sécurité. Ce qui est un élément très important. Certains infiltrés qui voulaient se créer le passage parmi les déplacés, ce qui les a dénichés, ce ne sont pas des services de sécurité traditionnels, mais c'est la population qui a constaté que non, celui-ci ne fait pas partie de nous. C'est cette population qui les a dénoncés. Un peuple qui a déjà intériorisé la sécurité de son État. Un peuple qui a déjà compris que pour la stabilité et la paix de son État, il faut qu'il collabore avec les autorités. Et donc je confirme que la théorie du triangle sécuritaire est efficace même pendant la période la plus compliquée de la guerre et surtout lorsque la population en a pris conscience. Voilà un peu en bref ce que j'allais répondre. Voilà, merci beaucoup mon colonel, merci pour votre temps, merci de vous d'avoir pris bien sûr ce temps pour discuter avec les étudiants. Nous sommes très contents de votre présence. Madame, Messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. L'émission s'appelle Inspire-moi. Mon colonel, avant de se séparer, quelle peut être votre conclusion ou bien avez-vous une question à laquelle vous aimeriez répondre, mais nous n'avons pas eu la chance de vous la poser? Quelle serait-elle? Je voulais tout simplement dire ici que l'État ou les États post-conflit, ils ont des obligations. Et la première obligation, il faut structurer l'ordre interne. Déjà, la structuration de l'ordre interne, c'est une sensibilisation de la communauté au civisme sécuritaire. Parce que la population ne laissera pas faire lorsque elle se retrouve devant un État responsable. Au niveau de la population qui a déjà intériorisé l'amour envers son État, l'amour envers son frère, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir peur. C'est quelqu'un qui ne doit pas faire le chantage de son pays à l'étranger. C'est quelqu'un qui ne doit pas dire de n'importe quoi. À chaque seconde, il doit penser ce que j'ai dit, quels sont ses effets sur la sécurisation de mon pays. L'acte que je pose a quel impact sur la sécurité de mon pays. Et le service de sécurité doivent comprendre qu'ils ne se retrouvent pas devant de mauvais citoyens. Tous les citoyens sont bons. Et il faut collaborer avec eux. C'est grâce à ces citoyens-là qu'ils peuvent découvrir des mauvaises semences et balayer la cour. Mais s'il y a un jugement de valeur, qu'on se retrouve devant un mauvais citoyen, parce que X appartient à la communauté Y, et il s'est rebellé, il a fait tout ce qu'il a fait, vous voulez en faire une responsabilité de toute une communauté, de toute une société culturelle, c'est un habit, c'est une mauvaise perception qui ne peut pas construire la paix. La paix pourra se construire lorsque tout le monde comprendra sa part de responsabilité dans la détérioration du climat sécuritaire et changer la façon de faire. Merci beaucoup. Voilà, nous devons changer notre façon de faire et nous avons une grande responsabilité pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo qui est en guerre depuis longtemps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le colonel Mokili Mungwakonkwa
qui est d'ailleurs notre invité de cet après-midi pour Inspire-moi d'aujourd'hui. Monsieur le colonel, merci, vous êtes vraiment un exemple d'une élite dans la police nationale congolaise. Et cela, nous en remercions vivement. C'est moi qui vous remercie, monsieur Dunia. Nous sommes très contents de vous, mon colonel. Je suis sûr et certain que ce ne sera pas la dernière fois pour vous de participer à cette émission. Dans d'autres sujets, comme vous êtes vraiment intellect, nous aurons toujours à vous inviter par les trichements du professeur Dr Kennedy Kirangi Bindou qui prépare toujours pédagogiquement cette émission. L'ingénieur technicien Max Directa nous a réalisé de l'autre côté. Merci à vous tous et vous toutes qui êtes venus participer en direct dans cette émission. Merci de vous être rendus disponibles pour cette très belle émission Inspire-moi. Cette émission, vous allez la suivre à partir de ce samedi sur notre chaîne YouTube, LifeUp Télévision. Merci au partenariat de Creda de l'ILPGL. À tous et à chacun, travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres à dire pour toujours. Au revoir.